Alors oui, à court terme, il y a de la volatilité conjoncturelle, hein. Le risque sanitaire freine l'offre des entreprises. Les mesures de reconfinement du mois de novembre vont peser sur les croissances dans les pays développés au quatrième trimestre 2020 et probablement même au premier trimestre 2021, surtout si le déconfinement est très progressif. Donc ces incertitudes sanitaires provoquent du stop and go dans la conjoncture, de la volatilité conjoncturelle, et si bien qu'on ne retrouvera pas immédiatement les niveaux d'avant-crise. Dans notre scénario, on retrouvera ces niveaux au troisième trimestre 2021 aux États-Unis et seulement au quatrième trimestre 2022 en Europe. Alors, les reconfinements de l'automne n'ont absolument rien à voir avec ceux du printemps. Ils sont beaucoup moins sévères, particulièrement dans les secteurs de l'industrie et de la construction qui ne sont pas trop affectés. Alors, si on prend l'exemple de la France, nous évaluons que le taux d'activité global s'établirait autour de 90%, un petit 90%, en ayant en tête que juste avant il était à 95% et qu'au plus bas en avril il s'établissait à 70%. Alors si on allonge l'horizon, nous maintenons notre scénario d'une sortie par le haut. Et on peut invoquer 4 raisons. La première, c'est notre thèse de l'élastique conjoncturel positif, c'est-à-dire cette idée qu'il y a un potentiel de rattrapage, qu'il y a un retard de l'offre par rapport à la demande. Et cette thèse nous semble totalement avérée quand on regarde les rebonds spectaculaires des croissances au troisième trimestre 2020 dans tous les pays développés, ou encore quand on analyse certaines enquêtes de conjoncture dans l'industrie et la construction. J'ai en tête par exemple qu'aux États-Unis, certaines composantes sont sur des plus hauts historiques. Les carnets de commandes dans l'industrie américaine ou le climat des affaires dans la construction sont sur des plus hauts historiques. La deuxième raison, c'est qu'au fond, oui, on a des mauvaises nouvelles sanitaires, mais elles sont toujours compensées par un soutien supplémentaire des politiques économiques. En France, par exemple, la politique budgétaire va accompagner les mesures de restriction sanitaire. On va plus loin sur le chômage partiel, on envisage un moratoire sur les loyers, la Banque Centrale Européenne aussi va assouplir ses conditions monétaires. Donc il y a cette idée de compensation. La troisième raison, c'est que ces risques sanitaires, ils sont présents, mais ils ont quand même vocation à s'atténuer, notamment avec la perspective d'un vaccin. Alors que les effets des plans de relance, eux, ont vocation à persister. Et la quatrième raison de cette sortie par le haut, je crois que c'est qu'il ne faut pas sous-estimer l'impact de ces plans de relance, leurs effets multiplicateurs. Tous les arguments plaident pour que l'impact sur la croissance soit très fort et durable. On a des relances synchrones dans tous les pays, on a une forte visibilité fiscale, les gouvernements n'envisagent pas de hausse d'impôts, on a une très forte visibilité monétaire, il n'y a pas de resserrement monétaire avant plusieurs années, et puis on a des plans budgétaires qui sont souvent orientés vers l'investissement, ce qui amplifie les effets multiplicateurs. Alors pour l'investissement en actions, j'ai un mantra. C'est d'être sous-investi dans deux situations, soit lorsque la dynamique économique est fortement récessive, soit lorsqu'il y a une perspective de resserrement monétaire. Et aujourd'hui, on n'est dans ni l'un ni l'autre. Nous envisageons une sortie par le haut, sur le plan des perspectives économiques, et les banques centrales ne vont pas resserrer leurs conditions monétaires avant plusieurs années. Donc si je me repose sur mon mantra, eh bien je pense que la tendance est toujours favorable aux actifs risqués, et ça me conduit à être investi dans les actions.